Tania Saba. Donc, je me présente, Tania Saba. Je suis professeure à l'École de relations industrielles, titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance, et j'ai le grand plaisir et le grand honneur de diriger le pôle Québec et pour le Canada francophone au sein du portail des connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. J'ai également le grand plaisir d'être accompagnée par deux personnes qui font un travail admirable au sein du portail, donc Madame Sabine Samouret, qui est, elle, directrice des communications au Diversity Institute, et Hortense Bleitou, qui également coordonne pour nous, fait un travail admirable de coordination pour le pôle Québec et Canada francophone. Alors aujourd'hui, on parle de démystifier l'incorporation. C'est évidemment un grand enjeu qui est au cœur des stratégies d'entrepreneuriat pour les femmes. Pourquoi? Parce que si on regarde les statistiques, nous avons à peine déjà en partant donc peu de femmes qui sont entrepreneurs, donc à peine 13,3% des femmes au Canada qui sont entrepreneurs, et la stratégie qui vise à justement développer l'entrepreneuriat chez les femmes. D'abord, évidemment, parce que le potentiel est là, le potentiel existe, qu'il y a évidemment beaucoup de femmes qui aimeraient se lancer en entrepreneuriat, et donc comment encourager les démarches et les aider à y arriver. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que 37,4% quand même des femmes sont des travailleuses autonomes. Et si on regarde, elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à vouloir s'incorporer. Elles restent quand même très fortement représentées, presque à 93% dans des micro-entreprises, et 78% d'entre elles n'ont aucun employé. Donc, un webinaire comme celui-ci s'adresse justement à elles pour voir pourquoi est-ce qu'elles sont si peu nombreuses à opter peut-être pour une forme juridique qui est différente. Et le webinaire d'aujourd'hui portera justement sur ces questions qui sont d'une grande importance. Alors, comment le webinaire d'aujourd'hui est organisé? Alors, nous avons le grand plaisir d'accueillir deux expertes qui viennent de l'entreprise EY. Donc, Yen Bui, qui est associée déléguée au cabinet de services professionnels privés, et Stéphanie Brouillard, qui est avocate et chef d'équipe aussi chez EY, cabinet d'avocats. Et nos deux interlocutrices, donc, qui commenceront ce webinaire, vont se concentrer sur les aspects juridiques et sur les aspects fiscaux qui entourent l'incorporation. Donc, en fait, ce que je vais vous inviter à faire, vous participants, c'est de noter vos questions tout de suite, et c'est l'occasion ou jamais de vous poser la question, ce que vous avez toujours voulu savoir, mais que vous n'avez jamais osé demander. Eh bien, ça va être le temps de le faire. Et pour suivre cette première présentation qui va aller chercher autour d'une vingtaine de minutes, donc autour de ces aspects légaux et juridiques de l'incorporation, une table ronde suivra, et cette table ronde est composée à la fois de représentants d'organismes de soutien aux femmes en entrepreneuriat qui vont s'exprimer sur leurs expériences d'accompagnement par rapport aux questions d'incorporation. Seront également ensuite consultées trois personnes qui ont l'expérience de l'entrepreneuriat et qui vont aussi nous expliquer comment les choses, quelle a été leur démarche, est-ce qu'ils ont eu des difficultés, pourquoi ils ont pensé à s'incorporer, et donc ça viendra compléter un peu le portrait que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, les personnes qui composent la table ronde seront Madame Jacqueline Bazon-Pora, qui est responsable de formation et de développement des compétences à Microcrédit Montréal, Monsieur Payam Eslami, qui est directeur général chez Entreprendre ici, Madame Karima Catherine Goundiam, présidente directrice générale Red Dot Digital et fondatrice et présidente directrice générale B2B Match, et que l'on accueille de l'Ontario. Madame Julie Hébert, qui est chef de l'exploitation de Workland,
et de Montréal, et M. Salaman Yamego, qui est fondateur et directeur général d'Andertak Corporation et qui nous vient de l'Alberta. Alors, nous avons une représentation, bien entendu, du Québec, mais très heureuse aussi d'accueillir des personnes qui représentent la francophonie ailleurs qu'au Québec. Alors, tout de suite, et sans plus tarder, encore une fois, je vous invite à penser à vos questions, à nous les formuler. Nous allons prendre le temps, après la table ronde, de répondre aux questions à la fois à nos panélistes et évidemment à nos deux expertes à qui je cède la parole tout de suite. Merci. Bonjour à tous, mon nom est Stéphanie. Je vais d'abord débuter à traiter des considérations d'ordre juridique, étant donné que je suis avocate et fiscaliste au cabinet EY, comme Mme Tania l'a mentionné. Donc, est-ce que tout le monde voit la présentation PowerPoint? Ah, voilà, je pense qu'elle est projetée à l'écran présentement. Donc, avant de commencer à aborder les considérations d'ordre juridique d'une société par action, je voulais d'abord simplement partager quelques statistiques intéressantes avec vous. J'ai été agréablement surprise de savoir qu'on compte environ 555 000 entrepreneurs autonomes au Québec et de remarquer que la majorité de ces personnes sont âgées entre soit de 25 à 44 ans ou de 55 ans et plus. On peut changer la diapositive, oui, changer encore, encore, encore. Voilà. On peut la changer. Et voilà. Donc, j'entends souvent parler qu'au Québec, le Québec, c'est une plaque tournante pour les PME dans le Canada. Et étant donné que je suis une femme de chiffres, j'ai évidemment voulu les voir. Donc, grâce à ceux-ci, on constate qu'en 2019, la quasi-totalité des entreprises québécoises sont effectivement des PME. Et plus de la moitié de ces PME-là ont moins de 5 employés. Donc, c'est des petites, c'est des PE en fait. Ces statistiques visent à montrer l'importance, dans le fond, des PME au Canada, surtout celles des entreprises de moins de 5 employés. Et ce sont celles-ci qui contribuent directement le plus au renouvellement de la population des entreprises. Diapositive suivante. Donc, je voulais faire un bref survol des 4 modes d'exploitation d'une entreprise qui existent au Québec. Donc, vous connaissez bien la première, étant donné qu'il s'agit de l'entreprise individuelle. Dans ce mode d'exploitation, le propriétaire fait affaire seul et il n'y a pratiquement pas de formalité, à l'exception de peut-être l'immatriculation lorsque vous faites affaire autrement que sous votre nom personnel et l'enregistrement pour la fin de la taxe de vente, TPS-TVQ, lorsque vos fournitures excèdent 30 000 donc, les actifs personnels et ceux de votre entreprise ne font qu'un. Tous les biens personnels peuvent être saisis par les créanciers. Donc, c'est le mode d'exploitation qui est le moins cher à réaliser. Toutefois, c'est le moins flexible et le plus risqué en termes de la responsabilité. Donc, il existe aussi le deuxième mode, c'est la société de personnes. Ce mode d'exploitation est utilisé surtout lorsque plusieurs personnes décident de se réunir ensemble et d'exploiter une entreprise. Et il existe principalement 3 types de sociétés de personnes. La société en nom collectif, qui est la plus courante, la société en commandite, qui est la forme la plus prisée généralement par les promoteurs immobiliers, puis la société en participation. Il existe aussi d'autres types de sociétés, dont la société nominale ou de dépenses ou la coentreprise qui est aussi appelée joint venture. Il existe aussi les fiducies, mais elles sont très rarement utilisées pour les fins d'exploitation d'une entreprise. Ce sont souvent utilisées pour des planifications d'ordre fiscal. Et finalement, le 4e mode d'exploitation d'entreprise, la société par action, vous aurez compris que c'est le mode d'exploitation qui va faire l'objet de la présentation. C'est la forme la plus utilisée au Canada. Diapositive suivante. Donc, qu'est-ce qu'une société par action et quel est son fonctionnement? C'est 2 questions très intéressantes. Donc, brièvement, la société par action, elle possède une personnalité juridique indépendante. Ça veut dire qu'elle possède ses propres droits et elle est sujette à ses propres obligations. Elle peut donc, par exemple, acheter des biens, les revendre, engager des employés, emprunter de l'argent, en prêter. Elle a aussi ses propres règles en matière d'impôt sur le revenu et doit produire ses propres déclarations. Une société par action, elle appartient à ceux qui détiennent les actions, qu'on appelle les actionnaires. Elle peut appartenir soit à un seul actionnaire ou à plusieurs actionnaires et c'est eux qui vont contrôler l'exploitation de l'entreprise, notamment en élisant soit un administrateur ou plusieurs administrateurs.
Ce sont eux aussi qui vont partager la valeur de l'entreprise, dépendamment de leur type d'action. On reviendra plus tard, mais les catégories d'actions sont mentionnées dans un document qui s'appelle le capital action. Donc, pour quelques cas d'exception, les actionnaires bénéficient d'une grande protection parce que la responsabilité personnelle, elle est limitée à la valeur de leur action. Donc, c'est un avantage. Mais, puis aussi, à moins d'avoir fourni un cautionnement ou une garantie personnelle, c'est ce qui est généralement le cas là, pour permettre à la compagnie d'emprunter de l'argent au début, là, étant donné qu'elle débute ses activités, les actionnaires ne seront pas responsables des dettes de la compagnie. Puis comme ça, leur bien personnel, comme leur maison, par exemple, est protégé contre les recours des créanciers de l'entreprise. Mais j'aimerais apporter une nuance ici parce que, de façon générale, bien que les administrateurs d'une société ne peuvent pas personnellement être poursuivis par des tiers pour des actes qui sont posés dans l'exercice de leurs fonctions s'ils ont agi dans les limites de leur pouvoir, les professionnels, quant à eux, qui exploitent leur entreprise au nom d'une société par action, pourraient être tenus responsables lorsqu'ils commettent des fautes professionnelles par eux-mêmes ou par des personnes qui sont sous leur supervision ou leur contrôle. Donc, je voulais juste apporter cette précision importante. Quant au fonctionnement d'une compagnie, il peut être plus ou moins complexe. Et je m'explique. Ça va dépendre généralement du nombre d'actionnaires, d'administrateurs et d'employés qu'elle détient. Elle devra respecter là, les règles qui sont énoncées dans sa loi constitutive, comme la loi, par exemple, sur les sociétés par action du Québec ou la loi canadienne sur les sociétés par action. En ce qui concerne le choix entre le choix de la loi constitutive, j'y reviendrai à la toute fin de la présentation dans un exemple concret. La société, elle devra, entre autres, se doter d'un règlement interne, d'un capital action qui comporte au moins une catégorie d'actions qui a les 3 droits de base. Donc, le droit aux dividendes, le droit de vote et le droit au reliquat. Reliquat, c'est le terme qui signifie la plus-value de l'entreprise. Et je vous recommande très fortement de mon expérience d'avoir plusieurs catégories d'actions à votre capital action. Parce que même si vous commencez en affaires et vous êtes actionnaire seul, le fait d'avoir plus d'une catégorie d'actions, ça permet d'octroyer des droits différents à divers actionnaires ou à divers groupes d'actionnaires. Donc, par exemple, lorsqu'un actionnaire désire intégrer la société et que ce dernier a des exigences particulières, comme par exemple au niveau du financement, là, je vois souvent ça. C'est utile d'avoir plusieurs catégories. Parce que sinon, il faut amender, dans le fond, la Constitution, il faut modifier le capital action. Et ça complique un peu les choses, mais c'est toujours possible de le faire. Il y a aussi des raisons fiscales qui militent en faveur de l'inclusion de plusieurs catégories d'actions dans le capital action, comme par exemple pour la mise en place d'un geste successoral ou encore lorsqu'on va vouloir faire un roulement fiscal. Finalement, la société elle pourra se doter d'une convention entre actionnaires ou d'une convention unanime entre actionnaires. La convention entre actionnaires, brièvement, c'est un contrat que signent les actionnaires ou l'actionnaire unique aussi peut signer une convention entre actionnaires, même s'il est seul. Et ce document, ça sert à prévoir les actions qui sont à entreprendre lorsqu'on rencontre plusieurs situations. Et ça sert à éviter les cas de mésentente entre les actionnaires. Donc, par exemple, qu'est-ce qui serait prévu dans les situations suivantes lorsqu'un actionnaire désire vendre sa part d'entreprise, lorsqu'un des actionnaires décède ou lorsqu'un des actionnaires fait faillite, par exemple? La convention unanime entre actionnaires, elle se distingue de la convention entre actionnaires parce que le but de la convention unanime, c'est de restreindre le pouvoir des administrateurs et d'augmenter celui des actionnaires par rapport à la gestion de la société. Donc, des fois, on va vouloir limiter certains gestes qui sont posés par les administrateurs et on va inclure certaines clauses. Donc, c'est ce qu'on appelle une convention unanime entre actionnaires. Donc, je vous conseille d'envisager toutes les situations possibles dès le démarrage plutôt que de devoir régler plus tard des conflits devant les tribunaux. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de demander peut-être l'aide à ce stade-ci, dans le fond, pour la confection d'une convention entre actionnaires qui est un acte réservé à un avocat ou un notaire, soit dit en passant, pour la préparation. Diapositive suivante. Donc, faire affaire par le biais d'une société par action, elle comporte son lot d'avantages et d'inconvénients. Les avantages, ils sont multiples. Premièrement, ça permet d'avoir une meilleure crédibilité, je trouve, parce qu'elle est publiquement inscrite aux registres gouvernementaux, qui est le registraire des entreprises du Québec lorsque vous faites affaire au Québec, ou Corporation Canada lorsqu'elle a une visibilité nationale. Le financement est aussi plus facile et plus flexible. Mais par contre, garde en tête que les institutions financières ils vont presque tout le temps vous demander de fournir des garanties personnelles. Comme on l'a vu à la diapositive précédente, la responsabilité est limitée dans certains cas.
C'est aussi bénéfique parce que les activités de l'entreprise, elles peuvent continuer d'être menées même après le décès du fondateur de l'entreprise. Il y a aussi la possibilité de partager les revenus entre les actionnaires, autres que sous la forme de salaire ou de revenus d'entreprise, donc par la voie de dividendes, par exemple. Il va être également possible d'accumuler les revenus dans la société par action afin de les utiliser plus tard. Et on verra avec Yen plus tard que le taux d'imposition corporatif est moindre que celui des particuliers à haut revenu. Donc, et finalement, cette forme juridique, mais ça, c'est des exemples que j'ai mis, mais il en existe plusieurs. Là. On retrouve une flexibilité plus grande au niveau des planifications fiscales, comme par exemple, on peut demander l'exemption pour gain en capital qui frôle les 900 000 excusez-moi, en 2020, ou aussi pour les planifications successorales. En revanche, les inconvénients, donc on trouve que son fonctionnement est assurément plus complexe là, parce qu'on doit se doter, dans le fond, d'un comptable, d'un fiscaliste. Il y aura assurément de la paperasse additionnelle et la structure interne, elle est un peu plus lourde. Ces frais de constitution puis de fonctionnement sont aussi plus élevés que l'entreprise individuelle. On parle de 343 au Québec pour s'immatriculer versus 200 au fédéral. Ensuite, à chaque année, vous n'en sortirez pas. Vous allez devoir prévoir des honoraires additionnels pour la préparation d'états financiers, des résolutions corporatives, puis des déclarations de revenus. Donc, les honoraires varient vraiment d'un cabinet à l'autre, mais on doit prévoir un minimum de 2 500 à 3 000 annuels. Mais ce frais-là, généralement, lorsque vous atteignez un certain niveau de revenu, vous allez le retrouver en impôt. Et c'est ce qu'on va voir avec Yen. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de considérations relatives au choix, dans le fond, de cette structure-là reposent sur des considérations fiscales, j'aimerais maintenant céder la parole à ma collègue Yen qui va couvrir cette partie. Merci, Stéphanie. Avant d'aller, est-ce que tu pourrais aller à la... Merci. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord faire un survol des règles d'imposition pour une société ainsi que pour les actionnaires dirigeants. Comme Stéphanie l'a mentionné, une société par action est une personne morale distincte de l'actionnaire dirigeant. La société par action doit calculer ses revenus, ses dépenses ainsi que les impôts qui s'y rattachent. Les revenus gagnés par la société lui appartiennent de sorte que si l'entrepreneur désire accéder aux revenus gagnés par la société, elle doit se verser soit un salaire ou un dividende et payer l'impôt sur le montant reçu de la société. Le système fiscal canadien est conçu de manière à ce que la charge fiscale totale de la société et de l'actionnaire dirigeant soit approximativement égale à la charge fiscale que l'entrepreneur aurait eue si elle avait gagné ses revenus directement. C'est ce qu'on appelle le principe d'intégration. Ceci étant dit, comme on va le voir un peu plus tard dans la présentation, le taux d'imposition des sociétés est généralement plus faible que celui des particuliers. Diapositive suivante. Alors, si une société est en mesure de générer des revenus qui excèdent les besoins de liquidité personnelle de l'entrepreneur, il restera plus de revenus dans la société que si l'entrepreneur avait gagné directement ses revenus, étant donné les taux d'imposition plus faibles de la société. Cependant, si l'entrepreneur a besoin de toutes les liquidités qui ont été générées par la société pour ses besoins personnels, il n'y aura pas d'économie d'impôt en tant que tel, puis l'incorporation ne sera pas bénéfique en tant que tel d'un point de vue strictement légal. Puis on va l'illustrer un peu plus tard dans la présentation. Une deuxième situation où l'incorporation pourrait être bénéfique est dans le cas d'une entreprise qui aurait besoin de faire un emprunt pour faire l'acquisition d'un actif important ou qui aurait des dépenses importantes. Parce que là encore, les taux d'imposition d'une société sont plus faibles que ceux d'un particulier. Finalement, Stéphanie l'a mentionné, l'incorporation permettrait à une entrepreneur qui voudrait éventuellement vendre en tout ou en partie les actions de sa société pourrait bénéficier de l'exonération pour gain en capital, ce qui lui permettrait en fait de ne pas avoir à payer d'impôts sur presque 900 000 de gains en capital. Ça, c'est les montants en 2020. Prochaine diapositive. Comme on peut voir ici, cette diapositive illustre les taux d'imposition qui peuvent s'appliquer pour une société. Pour les revenus d'entreprises exploitées activement, le taux combiné
fédéral puis Québec varie entre 13 et 26,5 sur alors que le revenu de placement, le taux applicable est d'un peu plus de 50 %. Le taux d'imposition des petites entreprises est le taux qui s'applique sur les 500 premiers 1000 de revenus imposables dans une année pour du revenu d'entreprise exploité activement. On réfère au montant de 500 000 comme étant le plafond des affaires. Pour les fins du Québec, le plafond des affaires d'une entreprise autre qu'une entreprise dans le secteur primaire ou de fabrication est réduit quand le nombre d'heures rémunérées dans une année d'imposition est inférieur à 5 500 pour atteindre 0 quand ce nombre rémunéré est moins de 5 000 heures. Prochaine diapositive, en 2. L'autre. Cette diapositive montre les taux d'imposition d'un particulier. On peut voir sur la diapositive que dès que le particulier gagne au Québec plus de 15 533 de revenus, le taux combiné, je m'excuse, le taux combiné des particuliers excède celui déjà des sociétés. Le taux d'imposition qu'on peut voir sur cette diapositive sont ceux qui s'appliquent notamment aux salaires et aux revenus de travailleurs autonomes. Prochaine diapositive. Ici, on peut voir le taux d'imposition qui s'applique aux revenus de dividendes. La différence entre les taux d'imposition des dividendes et ceux de la diapositive précédente, c'est pour refléter que contrairement aux salaires, les revenus de dividendes ne sont pas déductibles de la société, pour la société. Comme je l'expliquais au début, le système fiscal canadien est conçu pour faire en sorte que la charge fiscale totale de la société et de l'actionnaire dirigeant soit approximativement égale à la charge fiscale que l'entrepreneur aurait eue si elle avait gagné directement les revenus. Prochaine diapositive. Ici, pour illustrer mes propos, j'ai pris un exemple d'une entreprise de service qui a plus de 5 500 heures rémunérées, qui représente environ 3 employés à temps complet. Dans l'exemple, je présume que le particulier est imposé au taux marginal le plus élevé, mais la même logique s'applique peu importe les taux d'imposition. Alors, dans l'exemple, l'entreprise gagne 100 000 de revenus. Si les revenus sont gagnés à même une société, l'impôt payable est de 14 000 pour une entreprise qui est au Québec. Ce qui ferait en sorte que la société, il lui resterait 86 400. 86 000, je m'excuse. Si je compare maintenant ce scénario à celui d'un particulier qui gagne directement le montant, il ne lui resterait que 46 690. Donc, il y a une différence de presque 40 000 entre le fait de gagner ce montant de 100 000-là par une société versus un particulier. Par contre, si l'actionnaire dirigeant a besoin de retirer le montant de 86 000, il ne lui restera à ce moment-là que 45 460, de sorte qu'elle se trouve légèrement désavantagée par rapport à une situation où elle aurait gagné les revenus directement. Donc, comme je le mentionnais au début, un des avantages d'avoir une société, c'est les taux d'imposition plus faibles d'une société, mais dans la mesure où les fonds peuvent demeurer dans la société, puis être investis, que ce soit sous forme d'investissement ou réinvestissement dans la société pour étendre son marché, notamment. J'ai pris, prochaine diapositive. J'ai pris un deuxième exemple, celui-ci d'une entreprise de service, mais dans ce cas-ci, une entreprise qui a moins de 5 000 heures rémunérées, donc moins de 3 employés à temps complet. Dans ce cas-ci, l'entreprise qui serait au Québec n'aurait pas le droit à la déduction pour petite entreprise, de sorte qu'il ne lui resterait que 79 500. Contrairement au scénario précédent, il lui restait 86 000. Encore là, si l'actionnaire dirigeant a besoin de retirer les montants comme dividendes, il ne lui restera dans ce cas-ci que 42
contrairement aux 45 000 précédemment. Dans un tel scénario, plutôt que de verser un dividende, on aurait plutôt suggéré à l'actionnaire qui aurait eu besoin de ces fonds-là de se verser plutôt un salaire. Donc, l'écart serait alors moins grand entre les deux scénarios. Alors, les deux scénarios précédents étaient pour illustrer la différence entre gagner un montant au sein d'une société versus les gagner personnellement. L'objectif, ça devient avantageux d'avoir une société quand l'actionnaire dirigeant n'a pas besoin nécessairement de tous les revenus qui ont été gagnés par la société pour ses besoins personnels. En laissant les fonds dans la société, elle peut utiliser les fonds pour générer des revenus futurs, puis utiliser sa société comme un genre de caisse de retraite. Donc, prochaine diapositive. Alors, on vous suggère quelques pistes de réflexion pour savoir s'il pourrait être opportun pour vous d'incorporer votre entreprise. Compte tenu de ce qui a été discuté au niveau des raisons juridiques, des considérations juridiques, aussi d'un point de vue fiscal, est-ce que votre entreprise gagnera suffisamment de revenus qui sont en excès de vos besoins financiers personnels? Puis, si oui, quelle est l'ampleur de l'excès? Comment est-ce que la société va réinvestir cet excès? Quel genre de rendement est-ce que la société pourrait avoir? Est-ce que le rendement que la société pourrait avoir pourrait excéder les coûts additionnels engendrés par la société? Quels seraient les taux marginaux de l'actionnaire au moment où elle retire les fonds versus le moment où les revenus ont été gagnés, s'ils avaient été gagnés personnellement? Puis combien d'années est-ce que les fonds vont demeurer au sein de la société? Donc, ça fait le tour un petit peu des questions qu'on demande habituellement à des clients qui considèrent incorporer une société, voir si ça pourrait être avantageux dans leur cas. Maintenant, si on arrive à la conclusion que oui, effectivement, ça pourrait être avantageux, Stéphanie va maintenant vous entretenir sur la façon dont la société peut être constituée et son cheminement. Parfait. Merci, Yann. C'était très clair tes explications. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Et à chacune des étapes, là, j'ai mis de l'animation. Donc, il va falloir que tu cliques plusieurs fois au fur et à mesure où je décris un peu les étapes. Donc, on a une ligne du temps ici qui va illustrer, dans le fond, le cheminement de la société par action. Donc, vous avez écouté notre présentation, vous êtes à un point où vous dites, OK, parfait, moi, je considère m'incorporer et vous opérez déjà sous la forme d'une entreprise individuelle et là, vous songez maintenant, c'est ça, à vous incorporer. Donc, on va analyser ensemble un peu les étapes de la constitution de société puis son cheminement. Pour ce faire, je vais prendre l'exemple de Marie, qui exerce actuellement ses activités, qui est la prestation de services de traduction au Québec. Et elle exerce sous la forme d'entreprise individuelle. Donc, la première étape pour Marie, ce sera de choisir sa juridiction, donc sa loi constitutive. Évidemment, on considère toujours de faire affaire avec des professionnels. Donc, la distinction entre les lois constitutives, je vais traiter, il y a plusieurs lois constitutives dans le Canada, mais je vais traiter plus spécifiquement de la loi du Québec puis la loi fédérale, parce que c'est pas mal toujours, dans le fond, quand les clients sont au Québec, les deux choix, mais il en existe en Ontario, en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, dans toutes les provinces. Puis chacune ont leur particularité. Donc, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les sociétés par action du Québec en 2011, elle n'est plus vraiment nouvelle, mais en tout cas, c'est la plus récente, il n'y a plus beaucoup de différences entre la loi provinciale et la loi fédérale. Mais pour vous aider à choisir, il en reste quand même quelques-unes, puis il va falloir prendre en considération, par exemple, elle compte avoir son siège social à quel endroit. Donc, sous la loi du Québec, il va falloir qu'elle ait son siège social au Québec. Tandis que sous la loi fédérale, elle peut avoir son siège social n'importe où au Canada. Puis dans les deux cas, la société, elle peut faire des affaires partout au Canada. Donc, pensez pas que c'est parce que vous incorporez sous la loi du Québec que vous allez faire affaire seulement au Québec. Inquiétez-vous pas, vous allez payer vos impôts partout dans toutes les provinces. Donc, la société fédérale, par contre, elle a aussi l'obligation de s'immatriculer dans chacune des provinces où elle fait des affaires. Donc, elle va aussi avoir l'obligation de s'immatriculer au registraire des entreprises si elle fait affaire au Québec. Puis, si vous prévoyez par expérience, si vous prévoyez faire affaire à l'extérieur du Canada, avec des clients américains, par exemple, une incorporation fédérale, elle pourrait sembler peut-être un petit peu plus prestigieuse, mais il n'y a aucune contrainte à choisir la loi provinciale. Puis de toute façon, si vous souhaitez conclure
Ah oui, aussi, si vous souhaitez conclure des affaires en ligne, puis vous prévoyez avoir une clientèle qui ne sera pas juste limitée au Québec, vous pouvez choisir l'une ou l'autre des lois puis établir votre siège social au Québec sans problème. C'est important de savoir que les 2 lois, ils contiennent une procédure qui permet de facilement poursuivre les activités sous l'autre loi, moyennant certains frais, évidemment. Donc, si vous entamez vos activités sous la loi provinciale, puis que, par exemple, pour diverses raisons, vous regrettez votre choix, bien, sachez qu'il va être possible d'effectuer le changement puis d'être régi par la loi fédérale. Donc, toujours dans mon exemple, Maria, ensuite, elle devra trouver une dénomination sociale, comme par exemple Traduction Montréal. Puis, elle pourra aussi utiliser d'autres noms. Elle devra effectuer sa vérification de la disponibilité du nom choisi, puis le nom de domaine qu'elle va compter utiliser. Puis elle va également devoir se questionner par rapport au financement. Donc, comment elle va mettre en place un genre de fonds de roulement pour débuter l'exploitation de son entreprise? Est-ce que ça va être via un prêt qui va nécessiter une convention de prêt ou ce sera plutôt via l'injection de capital? Donc, c'est par la souscription d'actions ordinaires ou généralement privilégiées qu'elle va le faire. Donc, elle a comme 2 choix. Par la suite, elle va devoir rédiger ses statuts constitutifs. Donc, là, si je regarde dans l'exemple, oui, c'est son état parfait au 3e point. Donc, elle va devoir rédiger ses statuts constitutifs, procéder au dépôt des statuts de la société, se procurer un registre corporatif communément appelé le livre des minutes. Elle va nommer les administrateurs, émettre les actions, etc. Donc, c'est vraiment la partie paperasse administrative. Elle va aussi devoir immatriculer la société auprès du registraire des entreprises, parce que là, on est dans l'exemple du Québec. Donc, après avoir effectué toutes ces étapes-là, Marie, elle va maintenant vouloir commencer à opérer son entreprise en rendant ses services de traduction à des clients qui existaient déjà. Donc, comme elle avait déjà une base de clients, parce qu'elle exerçait sous la forme de travailleur autonome, comme je l'ai mentionné, elle pourra effectuer un transfert de ses activités dans la nouvelle société. Puis ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon fiscal effectuer un roulement. Et pour ce faire, Marie va devoir évaluer elle-même ou faire évaluer ses actifs de son entreprise. Dans son cas à elle, ça sera principalement de l'achalandage de son actif. Puis elle va devoir aussi produire les choix fiscaux en temps opportun afin de différer, dans le fond, l'imposition sur le gain en capital de l'achalandage. Donc, tu sais, quand elle a commencé ses activités, Marie, le coût était de 0. Puis, par exemple, on réussit à évaluer un achalandage de 100 000 Bien, s'il n'y a pas de roulement qui est effectué, étant donné qu'il y a un transfert, donc une disposition de ses clients à son entreprise, il y a de l'impôt à payer sur ce gain-là. Mais il y a une possibilité de reporter le gain plus tard avec le roulement. Donc, c'est vraiment à cette étape-là que je vous dirais qu'il est comme primordial de consulter votre conseiller fiscal. Donc, toujours selon mon exemple hypothétique, Marie, ça fait 1 an qu'elle opère ses activités et son entreprise, elle connaît un franc succès. Donc, sa sœur, par exemple, Sophie, elle décide d'intégrer l'actionnariat de la société de Marie, donc Traduction Montréal. Sophie, elle pourra donc souscrire maintenant à des actions de la catégorie qui lui sera appropriée, puis elle va commencer à participer aux actions de son entreprise. À ce moment-ci, prenant en note qu'il va être vraiment important qu'une convention entre actionnaires soit mise en place, si ce n'était pas déjà le cas, parce qu'il va falloir régir les rapports entre Sophie et Marie, même s'ils sont sœurs, même s'ils s'entendent bien, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. Puis il se pourrait que par la suite, il y a une des 2 sœurs qui veulent se retirer, par exemple. On prend Sophie, auquel cas la société pourrait décider de soit, puis là, ça va être tu peux cliquer encore une fois. Donc là, il va y avoir le départ d'un actionnaire. Donc, Sophie décide de s'en aller, puis elle peut s'en aller de 2 façons essentiellement. Soit la société peut racheter ses actions. Donc là, Sophie va percevoir un dividende réputé, en prenant pour hypothèse que la société a pris de la valeur. Ou sinon, Marie peut décider aussi d'acheter ses actions à elle. Puis là, ce sera un gain en capital pour Sophie. Mais encore là, ce choix-là, c'est plus judicieux de consulter votre conseiller fiscal pour choisir les options. Ultimement, ça se pourrait que Marie puisse vouloir vendre son entreprise parce qu'elle veut se réorienter, par exemple, ou elle reçoit l'offre d'un tiers qui est super intéressante. Donc, quelqu'un lui offre, par exemple, 1 million pour acheter ses clients. Dans ce cas-là, on mettrait fin à l'existence de sa société par le processus de radiation puis de dissolution ou de liquidation. Puis, il va falloir s'assurer aussi de demander l'annulation de l'inscription au fichier de la TPS-TVQ.
Évidemment, là, il y a une multitude d'événements qui peuvent survenir dans le cours de l'existence d'une société par action, puis j'en ai juste couvert quelques-uns dans cette présentation, qui étaient les plus fréquents. Mais une fois de plus, je vous recommande de ne pas hésiter à nous écrire si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et afin de vous aider à vous aider à vous assurer de retirer le plus d'avantages fiscaux au niveau de la vente de votre entreprise. Donc, c'est ce qui concluait la présentation de Yen et de moi-même. Je vous remercie, puis nous sommes disponibles pour les questions. Eh bien, un grand merci à nos deux expertes, vraiment, pour une présentation très riche en informations, structurée. Nous avons, je pense, l'ensemble de toutes les considérations, à la fois légales, à la fois fiscales à suivre. Merci pour la clarté du propos. Et je suis sûre qu'il va y avoir plusieurs questions. Nous continuons de les prendre en note. Et je vous inviterai à nos deux expertes de rester bien sûr avec nous. On va passer la table ronde. Vous en faites partie d'ailleurs. Et quand viendra la partie questions, évidemment, il y aurait autant des questions qui viendraient des membres de la table ronde que bien sûr de l'ensemble des participants. J'en ai déjà quelques-unes pour vous d'ailleurs, mais je vais les garder dans quelques minutes. Alors, merci encore, Mesdames Bouygues, Madame Brouillard, vraiment des expertises qui nous sont prêtées. C'est très, très, très apprécié. Alors, on passe tout de suite à la table ronde. Et donc, mes premières questions vont s'adresser à nos deux représentants d'organismes qui prêtent évidemment leur soutien à des femmes entrepreneurs, donc à des entrepreneurs en général, mais bien sûr aussi à des femmes en entrepreneuriat. Et donc, la première question que j'aimerais poser s'adresse directement à vous, Jacqueline, donc Madame Bazon-Pora. À partir de votre expérience d'organisme de soutien aux femmes entrepreneurs, certainement, quand les femmes vous approchent, elles ont déjà plusieurs besoins. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en identifier et quand elles sollicitent des conseils quant à la forme juridique que doit prendre leur organisation, est-ce qu'elles le font? Quels sont les conseils en général que vous donnez à ces femmes? Il faut juste ouvrir votre micro, Jacqueline, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, chez Microcrédit Montréal, je commencerai peut-être par donner nos services. Les femmes qui entrent chez nous viennent chercher des informations reliées à comment se lancer en entreprise. Ça veut dire, je veux une formation, la formation qu'on offre actuellement, c'est pour se lancer en affaires, ou je veux du financement pour pouvoir démarrer mon entreprise, ou je suis en phase de croissance, je veux une formation, plutôt du financement, ou c'est pour la consolidation. Alors, les entreprises qui ont été financées sont en suivi, donc ils reçoivent des conseils pour augmenter la croissance de leurs entreprises. C'est à ce moment-là, alors qu'on va regarder ces besoins-là, puis voir la forme juridique qu'il faudra peut-être revoir. Si c'est au démarrage, mettons dans les formations, on va passer à travers toutes les formes juridiques, on va expliquer les avantages et les inconvénients, et dépendamment des objectifs de l'entrepreneur et de ses besoins en entreprise, on va pouvoir peut-être l'aider à choisir l'incorporation. Par exemple, si la vision est grande, j'ai envie de grossir, j'ai envie d'avoir une grande équipe, le chiffre d'affaires, je veux énorme. À ce moment-là, s'il y a une création d'emplois, on va regarder du côté d'incorporation, parce qu'avec les associés, ce n'est pas toujours bon de créer une société à nom collectif. Alors, les entreprises qui viennent chercher des conseils sur les stratégies, si le chiffre d'affaires a augmenté, alors, mettons, j'étais travailleur autonome, je commence à vendre aux États-Unis, j'ai beaucoup de clients, mon chiffre d'affaires arrive à 100 000, là, on va opter pour l'incorporation parce que le taux d'imposition est meilleur, comme on l'a dit. Et puis, si mon coût de vie n'est pas énorme, mettons que je peux vivre avec 40 000 par année et mon chiffre d'affaires de 120 000,
l'entreprise va pouvoir garder les profits dans ses actifs. Puis après, quand les actifs augmentent, alors le financement est derrière, puis il y a plus de crédibilité au niveau des financeurs. Alors, puis, ce qui les décourage souvent à ne pas s'incorporer, sont les frais, les coûts de constitution qui sont énormes. Parce que quand on veut incorporer une entreprise, il y a les frais de constitution de 300 et quelques, il faut ajouter la convention entre actionnaires, il faut ajouter les statuts et règlements. Ça, ce sont les avocats qui travaillent ce côté-là. Alors, qui dit avocat dit coût. Alors, ça peut aller jusqu'à 2 000 $ au début. Et puis, l'autre chose qu'on a mentionné qui bloque beaucoup les femmes, c'est la paperasse, l'administration qui est un peu complexe. Donc, les femmes souvent sont sollicitées au niveau familial. À ce moment-là, c'est mieux que si, mettons, tu es seule et tu n'as pas d'associé et tu démarres tranquillement la taille de ton entreprise, le chiffre d'affaires, c'est petit que tu envisages à faire, c'est mieux de commencer comme une entreprise individuelle. Après, quand ça décolle, le chiffre d'affaires augmente, tu es capable de couvrir les coûts que ça va demander. En ce moment-là, tu peux t'incorporer, puis rentrer des associés et puis augmenter les actifs et le patrimoine de l'entreprise. Merci beaucoup Jacqueline. Écoutez, encore une fois très clair, je pense qu'il y a beaucoup de vos propos qui recroisent évidemment ce que nos deux expertes, donc mesdames Bouy et Brouillard ont dit, et évidemment vous êtes une experte vous-même puisque dans le domaine vous travaillez tout de suite avec les femmes entrepreneurs puis par rapport à ces considérations. Je vais continuer avec Monsieur Eslami et par la suite je vais demander également à mesdames Bouy et Brouillard à un moment donné si elles veulent intervenir sur des questions. Parce que ce qu'on voudrait aussi faire ressortir à partir de ce webinaire aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a moyen peut-être d'envoyer des messages vers justement les gouvernements, vers la façon qu'on a aujourd'hui de se faire incorporer, s'il n'y a pas moyen peut-être de simplifier les choses. Parce que ce que je comprends, c'est qu'il reste quand même évidemment, il y a des procédures qu'il va falloir suivre, mais on va attendre que la table ronde aussi, puis que nos entrepreneurs se prononcent également sur leurs propres expériences. Jacqueline, merci beaucoup. Je vais passer directement à Monsieur Eslami pour lui poser la même question. Donc, de votre expérience, quand vous êtes approché par des entrepreneurs, puis ici on parle des femmes entrepreneurs, qu'est-ce que vous leur conseillez par rapport aux formes juridiques ou quels sont les premiers besoins qui ressortent? Et évidemment, de rapidement nous dire qu'est-ce que fait entreprendre ici. Oui, tout à fait. Donc, moi, ce que je vais parler un peu, c'est vraiment de notre observation du terrain et comment on voit notre relation avec les entrepreneurs. Au fait, les entrepreneurs, ils vont venir nous voir, et ici, si je parle des entrepreneurs femmes, ils vont venir nous voir là parce qu'ils sont un peu dépassés, dans le sens que c'est souvent très intimidant pour des gens qui n'ont jamais touché nécessairement à ce domaine-là qui est l'entrepreneuriat. Et là, on parle aujourd'hui d'incorporation, mais il faut comprendre qu'un entrepreneur qui entreprend justement un projet va devoir apprendre plusieurs éléments, plusieurs aspects de l'entrepreneuriat, le marketing, les ressources humaines, tout ça, et les aspects légaux et fiscaux, là, comme on a vu par nos expertes aujourd'hui. Donc, ils sont un peu, comme on dirait en anglais, là, overwhelmed, ils sont un peu dépassés, ils ne savent pas par où commencer. Et ça, c'est sûr que c'est un élément qui fait que, bon, quand on est incertain, quand on ne sait pas, quand on n'a pas l'information, ben, on n'entreprend pas les démarches et on n'avance pas vers cette direction-là. Nous, chez Entreprendre ici, ce qu'on va faire, c'est de leur dire, écoutez, il n'y a pas de problème, on connaît votre réalité, venez parler à un de nos conseillers, conseillères, et là, à ce moment-là, eux, ils vont voir avec vous, ce serait quoi votre chemin, là, votre parcours entrepreneurial idéal. Donc, je commence par quoi, je commence par où, et dépendamment de ce que je veux faire, dépendamment de mes buts, il y a beaucoup d'organismes au Québec, en tout cas, puis je sais aussi dans les autres provinces, il y a un écosystème entrepreneurial énorme qui peut les aider. Au Québec, on compte plus de 1000 organismes qui aident les entrepreneurs.
Par contre, les entrepreneurs femmes, notamment, les connaissent pas et ne les utilisent pas. D'accord? Donc, nous, avec les conseillers, avec l'établissement de ce parcours entrepreneurial-là, on va essayer d'un peu de démêler tout ça, de mettre un peu d'ordre, de clarté là-dessus et de dire, parfait, regardez, on va faire un plan ensemble et on va y aller étape par étape. Qu'est-ce que vous avez besoin? Quel élément que vous aimeriez recevoir de l'aide? Et à ce moment-là, trouver des organismes dans l'écosystème qui peuvent les aider et enlever ce côté intimidant-là en nous, les référents, vers nos contacts. Parce que ce n'est pas évident pour tout le monde de venir et de cogner là, chez, par exemple, Maître Stéphanie Brouillard là, et de dire, bon, moi, je veux des conseils ou une fiscaliste et dire, j'ai besoin d'un conseil, alors qu'on ne connaît pas ces ressources-là, on ne connaît pas le domaine. Il y a un côté vraiment qui est un peu intimidant. On l'a vu beaucoup chez nos entrepreneurs. Et nous, on essaie d'enlever ce côté intimidant-là en les référant à nos contacts, les gens qu'on connaît dans les organismes. Et là, à ce moment-là, il y a un contact déjà établi, c'est plus chaleureux et ça devient plus facile et plus intéressant à faire. Donc, c'est à ce niveau-là que, par exemple, il y a des formations. Donc, les gens, on a eu une très, très belle présentation de nos experts, mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir toutes ces informations-là. Et nous, si l'entrepreneur veut aller dans cette direction-là, si c'est vraiment dans son parcours, on va le référer là, à des formations et à des experts, justement, ou des experts dans le domaine pour qu'ils puissent recevoir l'aide nécessaire. D'ailleurs, on a aussi un nouveau programme qu'on vient de lancer aujourd'hui même d'ailleurs, qui s'appelle le programme Avantage Entreprendre ici. Ce programme-là fait en sorte qu'on établit des partenariats avec des experts et des expertes dans les différents domaines, notamment le domaine légal et fiscal. Et à ce moment-là, les entrepreneurs qui sont conseillés par nos conseillers peuvent avoir éventuellement droit à des heures gratuites d'experts et d'expertes. Donc, ce qui peut encore les aider là, à entreprendre leur démarche vers l'incorporation. Écoutez, merci encore une fois, merci Payam, toujours très clair comme discours et comme propos. Et donc, si je comprends bien, vous faites un peu cette courroie de transmission. Donc, évidemment, vous allez vers des experts, mais au moins, vous prenez le temps avant de vulgariser la démarche parce que je comprends bien qu'il faut comprendre dans quel sens on s'en va, puis quelles sont les capacités que nous avons pour aller plus loin. Et donc, c'est là vraiment votre grand rôle, un peu comme l'a expliqué également Jacqueline tout à l'heure, donc de faire cet accompagnement puis d'expliquer, mais ensuite, bien entendu, de référer aux experts pour pouvoir procéder donc à l'incorporation et d'en expliquer aussi les retombées. Merci beaucoup, Payam, merci. Et puis, restez avec nous, on va vous revenir. Il y a certainement des questions qui arrivent, puis on reviendra vers vous. Alors, je continue les questions cette fois-ci pour aller vers donc nos entrepreneurs. Et j'aimerais bien que Madame Karima Catherine Goundian de répondre peut-être à ma première question. Vous avez un parcours entrepreneurial et on aimerait savoir, à partir de votre expérience personnelle, à quel moment de votre parcours avez-vous décidé d'incorporer votre entreprise ou vous avez décidé de ne pas l'incorporer? Peut-être de nous le dire, de nous dire comment vous avez procédé et essayez peut-être de partager avec nous des exemples à la fois des bénéfices et aussi peut-être des difficultés que vous avez rencontrées. Merci Tania, avec plaisir. Écoutez, moi je suis basée en Ontario, à Toronto. J'ai commencé par être un solopreneur en 2015 parce que c'était simple, c'était rapide, pas cher et surtout, j'étais vraiment pas certaine de la trajectoire que prendrait l'entreprise. Donc très vite, par contre, j'ai acquis des clients en Ontario, au Québec, à l'extérieur du Canada, en Europe et aux US. Donc, à l'automne 2016, mon comptable m'a appelé pour me demander de considérer l'incorporation parce que Red Dot, ma compagnie, grossissait plus rapidement.
qu'on pensait. J'ai un très bon comptable. Donc, l'incorporation s'est faite en janvier 2017. Et à ce moment-là, j'ai fait appel à un avocat, donc un généraliste pour les corporations. Écoutez, les bénéfices sont multiples. Je pense que les autres panélistes et les intervenants ont touché dessus. Moi, dans mon expérience, déjà, avoir une incorporation, on a l'air d'être une vraie entreprise. Et dans mon domaine, la tech et le numérique, c'est hyper important de signaler qu'on est sérieux. Les états comptables sont plus complexes. Ils coûtent plus cher, mais on est prêt au cas où on a besoin de les présenter pour des prêts à la banque ou pour des programmes gouvernementaux. Et j'y viendrai un peu plus tard. Je pense que c'est important de dire parce qu'au niveau du gouvernement, on parle beaucoup de soutenir les PME, mais dans les faits, surtout quand on cherche du financement, c'est très compliqué et parfois on ne qualifie pas juste parce qu'on n'a pas la bonne structure d'entreprise. Donc, c'est important de se faire accompagner. L'autre point qui, pour moi, était très, très important et crucial de faire grossir mon entreprise, c'était j'ai pu réinvestir à l'intérieur de mon entreprise, donc les profits. Mes profits m'ont servi, en fait, à grossir mon entreprise et du coup, on a pu développer et lancer un tout nouveau produit en février qui, lui aussi, grossit. Donc, du coup, c'est tout bénéfice pour moi, en fait. Écoutez, moi, je reste l'unique actionnaire de mon entreprise. C'est un conseil que mon avocat m'a donné à l'époque. C'est un conseil que je suis. Je continue à me faire suivre par mon avocat, par mes avocats, parce que maintenant, j'ai un avocat spécialisé en tech. Donc, en fait, j'en ai 3. J'en ai un pour Castle aussi. Enfin, bon, bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est très important d'avoir vos avocats en speed dial. Je sais que ça coûte cher, mais c'est très, très important parce que ça peut vous éviter beaucoup de problèmes. Moi, mes avocats m'ont sauvé de contrats où le client au Canada, on ne parle même pas de client ailleurs dans un autre pays, a refusé de payer parce qu'il n'avait pas envie de payer, c'était quelque chose aucun rapport. Mais grâce au contrat que notre avocat avait révisé, on a pu vraiment en fait les obliger juste à payer sans avoir besoin de passer par les tribunaux. Donc, c'est hyper important. Et surtout, en ce moment, on est en train de commencer à parler à des venture capitalistes, donc des investisseurs. Donc, avoir des contrats, avoir un bon statut, de la documentation, c'est hyper important. Donc, voilà mon parcours. Merci beaucoup, Karima Catherine. J'aurais envie de rebondir peut-être sur une petite chose que vous avez dit et pour vous demander, puis vous avez dit que vous avez fondé votre entreprise en 2015, si j'ai bien compris, incorporation en 2017. Oui. Vous expliquez les enjeux qui sont très clairs. Et vous avez fait allusion justement aux programmes gouvernementaux, puis on sait très bien qu'il y a eu plusieurs programmes, puis certainement quand on est incorporé, quand on a déjà un statut évidemment d'entreprise, ça pouvait aider dans certains cas pour aller chercher que ce soit des subventions, que ce soit des prêts. Oui. Ma question c'est, est-ce que vous auriez pu vous incorporer plus vite, plus tôt que 2017? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on attend comme ça avant de s'incorporer? C'est une super question. Moi, dans mon cas, c'est parce que, comme j'ai dit, je ne savais pas où aller, c'était quoi la trajectoire de l'entreprise. Je vends des services. Au départ, je vendais des services. Donc, quand on vend des services, ce n'est pas du tangible. On n'a pas de logistique, on n'a pas de l'inventaire. On n'est pas capable de dire, OK, on va sortir tant de pièces et on va retourner, on va avoir un revenu. Donc, mon revenu, pour la première année, c'était un benchmark, en fait, pour savoir où est-ce que mon entreprise était viable, qu'est-ce que j'allais faire. Il se trouve juste que j'ai eu beaucoup plus de contrats que je pensais en avoir, ce qui est génial, mais ça veut aussi dire que c'est pour ça que, en fait, l'entreprise a été… On est devenu solopreneur en mai 2015 et en automne 2016, déjà, mon comptable m'appelait pour l'incorporation. Voilà, donc c'était pas long là. OK, excellent. Merci beaucoup. Vraiment une belle expérience et surtout dans le domaine, évidemment, des technologies. Merci. Je suis contente de vous avoir reçu. Merci, Karima Catherine. Merci, Tania.
Alors, je vais poser évidemment la même question, cette fois-ci à Madame Hubert, donc Julie Hubert de Workland. Donc, même chose, vous avez un parcours entrepreneurial qui est vraiment très éloquent. On en a entendu longuement lors de notre précédent forum. Donc, comment vous avez commencé, comment vous vous êtes lancé en affaires, un esprit entrepreneurial depuis une tendre jeunesse. Alors, aujourd'hui, on voudrait surtout vous entendre sur justement ce parcours est très en lien avec notre thème d'aujourd'hui qui est l'incorporation. Est-ce que vous êtes incorporé? À quel moment est-ce que vous avez fait le saut? Est-ce que vous l'avez fait depuis le début et comment vous avez procédé? Et aussi les avantages, inconvénients que vous avez rencontrés. Oui, ben merci beaucoup. Oui, je vais essayer d'amener le plus de valeur à la conférence comme j'aime toujours le faire. Donc, oui, pour moi, disons, quand j'ai eu l'idée de mon entreprise, j'ai quand même pris quelques mois un peu pour voir, parce que c'était pas la première fois que je cherchais un projet, puis souvent le projet, il partait avant même que je finisse par enclencher. Donc, 6 mois d'idéation, puis quand j'ai vraiment pris ma décision, voici ce que je veux faire, pour moi, c'était comme la première chose que j'ai faite, c'était d'incorporer en 2011. Puis je dirais que ma raison est très particulière parce que moi, j'ai été élevée par des parents, les deux étaient des travailleurs autonomes en ingénierie, puis ma mère donnait des cours et je les ai vraiment vus, oui, avoir beaucoup de liberté, mais beaucoup, pour eux, c'était difficile financièrement parce qu'ils n'arrivaient pas à grossir de façon assez importante leur business. Fait que pour moi, je les voyais comme s'ils étaient leur propre produit. Puis moi, dans ma tête, je voulais vraiment créer une entreprise à l'extérieur de moi qui, si je ne pouvais pas être dedans, si j'étais malade ou s'il arrivait quelque chose, bien, le système pouvait continuer. Fait que pour moi, c'est pour ça que je pense que j'ai fait ça comme une des premières étapes. Puis, ce qui est aussi particulier, je suis très comme, j'aime ça me débrouiller, puis c'est sûr qu'au départ, j'avais pas, à part mes finances personnelles, j'avais pas d'argent pour créer l'entreprise. Donc, j'ai vraiment fait le processus seule, puis une décision. Donc, j'ai lu, j'ai appris, il y a beaucoup de ressources en ligne. Puis j'ai déposé ma demande d'incorporation sans aide. J'ai incorporé au niveau fédéral. Puis j'ai comme un peu appris le processus là, à mesure que j'avançais. Donc, quand les gens me disaient « Pourquoi tu as incorporé au fédéral? » Ben, c'est comme le processus que j'ai vu qu'on me recommandait en ligne. Fait que je l'ai fait, mais c'est pas parce que j'avais été accompagnée. Fait que pour moi, j'ai vraiment juste choisi de faire mes pas toute seule. C'est sûr que j'avais un comptable en arrière. C'est sûr que c'est très difficile de faire l'ensemble du processus puis la comptabilité, même si c'est très simple dans les premières années. Fait que j'avais mon comptable d'impôt personnel qui faisait aussi, qui m'a aidé comme à partir. Fait que ça n'a pas été très coûteux. Puis voilà, fait que c'était quand même, pour moi, c'est pas quelque chose que je voyais comme gros, c'était juste une autre chose qu'il fallait que j'apprenne, puis je suis bien contente de l'avoir faite parce que je pourrais partir plein d'entreprises demain matin, puis je saurais quoi faire. Fait que c'est sûr que pour moi, les bénéfices, comme j'expliquais, c'est d'avoir un système qui est à l'extérieur de moi-même, puis d'avoir une croissance qui pouvait être exponentielle et non liée à mon travail personnel. Fait que ça, c'était bien important. Je voulais aussi avoir une distinction entre mes finances personnelles puis mes finances d'entreprise, 2 comptes de banque, pour moi, je ne voulais pas mélanger les choses. Puis c'est sûr que je suis allée chercher beaucoup de financement à travers le temps. J'ai appliqué à toutes sortes de programmes gouvernementaux qui sont vraiment fantastiques. Puis souvent, ils demandent d'avoir une entreprise. C'est comme une des choses qu'on a à faire. Fait que déjà là, en partant, ça me donnait accès à plusieurs programmes intéressants. C'est sûr que ça donne une protection personnelle, mais comme on l'a vu dans la conférence avec EY dans l'entrée de ce webinaire-là, ils demandent des garanties personnelles, donc c'est sûr et certain. Même les organisations de financement pour les femmes vont demander des garanties personnelles. Fait qu'il ne faut pas avoir de fausses attentes parce que c'est sûr que quand on a besoin d'aller emprunter, il va falloir mettre un petit peu de personnel. Puis ça fait partie aussi, quand on a besoin d'aller en chercher, bien sûr, là, ça fait partie de l'expérience. L'autre nuance intéressante que j'ai juste découvert parce que je l'ai faite comme ça, en incorporant au niveau fédéral, moi, c'est sûr, j'avais en tête de faire affaire Canada puis à l'extérieur du Canada, c'est que j'ai pu enregistrer un nom d'entreprise anglophone.
Puis là, c'est ce que j'ai découvert après ça en appliquant au registre des entreprises, c'est que je devais me trouver une équivalence française. Mais si j'aurais incorporé, je crois sous toute réserve, je ne suis pas avocate, fort probablement, si j'aurais voulu incorporer une charte provinciale, le nom m'aurait été refusé. Et donc, encore une fois, là, je pense ça l'a passé tout de suite, mais j'ai eu beaucoup de problèmes après ça avec le Québec pour mon nom. Fait que c'est sûr que pour moi, là, c'est encore une petite découverte intéressante que j'ai faite à travers le processus. Donc voilà, en gros, ma petite histoire en lien avec l'incorporation. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Julie. Je vous reviendrai peut-être avec une petite question. Vous avez parlé des subventions à un moment donné que vous avez pu aller chercher. Vous dites que ça a plus aidé. Est-ce que c'était vraiment l'incorporation qui a fait la différence, vous diriez? C'est surtout ça. Oui ou non, à ma connaissance, ce n'est pas tous les programmes qui le demandent, mais c'est sûr que quand je suis allée à notamment un des premiers programmes fédéraux que je suis allée chercher, bien, c'est sûr que si je viens là en tant que travailleur autonome avec mon idée, puis je le sais que l'agent est là pour voir comment je vais bâtir un modèle d'entreprise, mais si l'incorporation est déjà là, j'ai déjà mon entreprise, c'est juste qu'elle est petite versus si je suis travailleur autonome puis que je travaille sur un projet, c'est juste ça l'ajoute un niveau de difficulté que le programme le requiert ou pas. Donc, c'est sûr que de cocher cette case-là, encore une fois, je suis comme l'exemple que ça se fait relativement facilement. On a vu les coûts tout à l'heure, c'est pas astronomique, mais ça permet de ne pas avoir cette barrière-là de plus avec certains programmes. Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait plus rapidement, différemment, puisque vous avez pris en charge vous-même toute l'apprentissage, la compréhension, puis ça a été vraiment beaucoup de démarches personnelles finalement? Non, parce que je suis vraiment contente, comme je dis, demain matin, si je veux me partir un autre business ou aider quelqu'un, c'est tellement facile. Je l'ai fait, j'ai vu que c'est faisable. Maintenant, c'est sûr que si je pars demain matin puis j'ai beaucoup de fonds, je ne le ferai pas moi-même, là. Je paierais des fermes bien spécialisées qui le feraient probablement beaucoup plus rapidement, mais je pense que c'est important de savoir que ça ne devrait pas être une barrière pour le faire si on n'a pas les fonds nécessaires, puis que quand on l'a, bien sûr, il y a beaucoup de services qui peuvent nous accompagner dans la démarche. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Julie. Toujours des propos fort intéressants. Puis restez aussi parmi nous. Il y a plusieurs questions qui sont en train de rentrer. Ne vous en faites pas pour nos participants. Nous sommes bien en train de les noter. Et dès que je termine avec notre dernier panéliste, Monsieur Salaman Yamigo, donc je vais passer à la période des questions. Puis je vais les poser toutes et certainement essayer de poser la question, évidemment, à la personne que je pense pourrait nous répondre, qui porterait un peu sur son expertise, en laissant aussi la possibilité à nos panélistes, et bien sûr, d'intervenir. Donc, Salaman, bonjour. Vous êtes là notre représentant de l'Alberta. Alors, vous avez à la fois l'expérience d'un entrepreneur et vous avez à la fois l'expérience d'aider aussi des entrepreneurs. Donc, je vous ai laissé pour la fin parce qu'en fait, vous avez un peu le double chapeau. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire votre expérience personnelle de ce que vous retenez concernant l'incorporation, avantages, désavantages, comment vous vous êtes pris, peut-être quelques mots aussi sur votre parcours. Allez-y. Ok, super, merci beaucoup et désolé pour l'écran là, j'ai l'impression que mon écran, le background, il bouge un peu et j'aimerais, avant de tout propos, j'aimerais vraiment dire merci à toutes les personnes qui se sont vraiment, qui ont travaillé d'arrache-pied pour organiser ce webinaire, et puis à toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour apporter de la plus-value. Et c'est toujours intéressant de non seulement partager son expérience, mais d'apprendre davantage donc des expériences des autres qui nous font grandir et puis qui nous permettent de sauter beaucoup plus en avant et d'apprendre aussi des autres. Donc, en tout cas, vraiment, merci à toutes et à tous d'être là. Et me concernant, disons que mon entreprise Undertake Corp, nous, et ce que nous faisons, c'est de pouvoir
inspirer plus de personnes, inspirer, motiver, et puis former aussi plus de personnes à poursuivre leurs rêves. Ce n'est pas que ce qu'on a comme rêve se limite juste aux rêves. Je pense que chacun de nous on a des ambitions, des rêves et puis des espoirs. Et pour booster les gens, des challenger à sortir donc de leur zone de confort. Et donc, revenons donc à l'enregistrement. Quand j'ai commencé, j'ai un background de juriste. Et au regard de cela, je me suis dit que c'était vraiment fondamental déjà de faire une distinction et d'emblée entre ma personne physique et la personne donc de l'entreprise qui, une fois incorporée, a ses droits et puis ses obligations. Et ça me protégeait personnellement, ça protège non seulement ma personne, mais ça protège ma famille et ça protège, disons, mes biens. Si je ne commets pas une faute, disons, personnelle, et comme on a mentionné lors de la première présentation. Donc, de ce point de vue, je suis parti directement pour l'incorporation. Parce que cela permet donc déjà la protection, comme j'ai mentionné. Deuxième élément, pourquoi est-ce que je suis allé incorporer, c'est au regard de l'image que ça projette, donc disons à l'extérieur. Une entreprise qui est juste personnelle, c'est vrai que avec ça, on peut exceller, mais une fois qu'on enregistre, par exemple, avec tous les autres éléments qui sont autour, avec un site, et puis on a une plateforme, ça donne un certain sérieux, ça projette une image de professionnalisme et ça aide si on veut postuler donc pour des fonds ou si on veut faire des demandes au niveau des demandes de crédit. Donc, il y a d'autres raisons, mais je pense que ce sont les deux raisons fondamentales. Donc, l'image projetée et puis la protection donc, que l'incorporation donne. Et par rapport à mon expérience d'accompagnateur ou à aider les entrepreneurs ou les personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, je dirais que parfois, il y a quelqu'un qui a si bien dit que c'est l'absence d'information, le manque de l'information. L'information, la bonne information, c'est vraiment une denrée rare et qui coûte cher. Si on n'a pas l'information, on finit par tourner en rond, alors que le trésor est juste à côté. Donc, aider les autres pour avoir la bonne information et puis faire les bons pas, c'est vraiment important. Autrement, on peut juste tourner en rond et puis ne pas savoir réellement ce qu'on veut ou bien ne pas exceller dans ce qu'on veut faire. Donc, ça, c'est vraiment ce qui me concerne. Je ne sais pas s'il y a des questions. Excellent, merci beaucoup, Monsieur Salomon Yamigo. Encore une fois, vous reprenez les éléments essentiels et on voit très bien qu'il y a l'importance de s'incorporer. Est-ce qu'on peut savoir à quel moment, donc vous vous êtes incorporé dès le début, si je comprends bien? Oui, dès le début. Dès le départ, quand j'ai commencé à donner les conférences, je me suis dit que c'était vraiment important de le faire. De s'incorporer. Oui. Bon, alors voilà, donc l'exemple. Un grand merci encore une fois de votre intervention. Je vais revenir peut-être vers nos panélistes, vers nos experts pour commencer, puis évidemment nos membres de notre table ronde qui, encore une fois, interviennent beaucoup sur des questions aussi d'incorporation. Je peux vous voir donc à travers, enfin sur l'écran, juste me faire signe si ça vous tenterait de répondre aux questions. Alors, première question qui nous a été posée, encore une fois, j'ai l'impression qu'on a parfois de la difficulté à faire la différence entre une entreprise enregistrée et une entreprise incorporée. Donc, si quelqu'un parmi nos experts aimerait peut-être très rapidement redonner très rapidement la définition. Et une question qui revient, c'est que alors que le revenu total pour une entreprise est considéré comme imposable, pourquoi est-ce qu'on peut ne verser qu'une partie de ce revenu en salaire? Est-ce qu'on pourrait se verser l'ensemble du revenu en salaire? Je pense que vous avez touché un peu à la question, Madame Bui, oui. mais j'ai
l'impression qu'on a besoin peut-être de revenir là-dessus pour peut-être une petite clarification. Je vais poser toutes les questions en rafale, comme ça on va pouvoir profiter un peu de l'ensemble. Donc, je pense 2 questions qui sont très rattachées. Il y a une autre question qui nous arrive. Je ne sais pas si ce serait Maître Brouillard ou vous, Madame Buis, qui voudrez répondre. Pourquoi l'enregistrement au Québec est plus élevé qu'au fédéral? Et est-ce qu'on paye plus de taxes quand on est incorporé au fédéral opérant de l'Ontario? Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Et dernière question, peut-on changer son code CIAN en cours de route? Donc, ce sont les questions pour l'instant qui sont là et évidemment, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont arriver, puis j'en ai moi-même évidemment à vous poser. Donc, peut-être Madame Buis, ensuite Madame Brouillard, ensuite si des personnes de la table ronde voudraient ajouter quelque chose, s'il vous plaît, faites-moi un petit signe. Madame Buis? Oui, alors je vais laisser Stéphanie répondre à la première question au niveau de l'enregistrement versus l'incorporation. Puis, je vais prendre la deuxième question. Très bien, merci. Stéphanie? Oh, je crois qu'elle n'a pas mis son micro. Oui, excuse-moi, je pensais que tu allais couvrir tout de suite la deuxième. Fait, pour la première, oui, il y a une distinction entre les deux. Donc, l'enregistrement, c'est vraiment, tu sais, l'enregistrement, c'est un mot, c'est pas un mot propre, là, j'utiliserais peut-être plus immatriculation puis incorporation. Fait que l'immatriculation, c'est vraiment, c'est la loi sur la publicité légale des entreprises qui requiert que lorsqu'une personne fait affaire sous un autre nom que son nom personnel, donc mettons, moi, je suis avocate, OK, puis je suis travailleur autonome, puis je m'appelle Stéphanie Brouillard, puis je suis travailleur autonome, mais j'utilise un autre nom. Tu sais, je fais affaire sous Stéphanie Brouillard, avocate, mettons. Je ne serais pas obligée de m'immatriculer au registre des entreprises parce que j'utilise mon nom et mon prénom. Par contre, si j'utilise, mettons, Service juridique Montréal, puis que je suis quand même Stéphanie Brouillard, avocate qui rend des services, mais que j'utilise, tu sais, je fais mes factures sous un autre nom, j'aurai l'obligation, en vertu de la loi, la LPLE, de m'immatriculer au registre des entreprises. Puis là, l'incorporation, c'est un processus juridique à part entière, c'est une forme juridique d'une entreprise. Fait que souvent, les corporations sont immatriculées. Donc, les corporations sont enregistrées. C'est enregistré, on peut prendre le mot immatriculé. Fait que, je ne sais pas si c'était clair ma réponse, mais c'est la distinction que je vois entre les deux. Par rapport aux procédures, quand on s'immatricule, c'est faire part du nom, j'imagine, s'assurer que le nom n'est pas utilisé par quelqu'un d'autre, faire associer au nom les numéros d'enregistrement de la TPS-TVQ. J'imagine ça doit certainement suivre un processus beaucoup plus simple que l'incorporation qui est la constitution d'une entreprise. C'est ça. Les deux vont devoir s'immatriculer. Puis ça va être le même processus pour la compagnie que pour le travailleur autonome qui va s'immatriculer. Mais par contre, la compagnie, c'est ça, elle va devoir faire toute l'incorporation. Donc, tu sais, tantôt, je vous guidais un peu avec la loi constitutive, après ça, la charte, le règlement, le capital action, la convention entre actionnaires. Sur toute cette étape-là, le travailleur autonome n'aura pas à le faire. Par contre, va devoir, dans le fond, s'immatriculer. Puis, la compagnie, une fois qu'elle a fait tous ses statuts constitutifs, va s'immatriculer aussi. Puis, vous avez soulevé un bon point. Là. Il y a des gens qui préfèrent, dans le fond, faire une recherche de nom pour s'assurer qu'il est disponible et le réserver. Donc, par exemple, si moi, en date d'aujourd'hui, je veux faire affaire sous Service juridique Montréal, je sais que c'est utilisé. Là, mais mettons que je voudrais faire affaire, je fasse une recherche nuance qu'ils appellent. Ça, je pense que c'est des frais très minimes. C'est une vingtaine de dollars. Mais la recherche de nom vous assure et vous garantit votre nom jusqu'à temps que vous êtes prête à vous immatriculer. Donc, s'il y a un délai, en fait, entre le moment où vous êtes prête à passer à l'action, vous pouvez, dans le fond, le conserver pendant cette durée-là. Puis, ça vous confirme que le nom n'est pas utilisé. Donc, ça évite par la suite des démêlés peut-être un petit peu avec, des fois, des conflits là, envers. des fois, il y a deux travailleurs autonomes ou deux sociétés qui sont en désaccord là, sur parce que dans le fond, il y en a une qui dit qu'elle a plagié sur l'autre. Là, donc, ça peut éviter là, ce dilemme. Ben, excellent. Écoutez, un grand merci. Très clair. Madame Buis, peut-être? Oui.
Alors, faute de temps, je n'ai pas pu aller très en détail au niveau salaire versus dividende. J'en ai glissé rapidement mot. Puis, en partie, la question était à savoir est-ce qu'on doit verser le montant total gagné par la société? La réponse est non. Mais pour des fins de comparaison, dans l'exemple, pour arriver au même montant, je voulais comparer au niveau dans les mains de l'actionnaire ou du dirigeant, quel serait le résultat en bout de ligne. C'est sûr que dans l'exemple où on est parti avec 100 000, à moins les impôts de 14 000, il restait 86 000. Si l'actionnaire a seulement besoin de 40 000, l'actionnaire peut se sortir 40 000. Puis la question de dividende versus salaire, ça va être du cas par cas. Habituellement, on préfère le salaire pour différentes raisons parce que, entre autres, il y a des dépenses ou des déductions qui ne sont admissibles que dans la mesure où la personne a du revenu gagné. Par exemple, les frais de garde nécessitent que la personne qui les paie ait du salaire. Donc, de façon générale, même s'il y a des contributions d'employeurs, habituellement, on préfère que les gens aient un certain niveau de salaire avant de se déclarer un dividende plus tard. L'avantage du dividende, c'est que s'il y a plusieurs actionnaires, il y a peut-être possibilité de verser des dividendes à des personnes autres que la personne que l'entrepreneur. Oui. La question, je pense aussi, peut-être, si par exemple une entreprise, pour simplifier, fait 100 000 $, oui. On ne peut pas se payer un salaire de 100 000 $. Ce que je veux dire, il faut évidemment retirer l'impôt d'abord pour… Non, pas nécessairement, parce que le salaire est déductible. Oui. Donc, à ce moment-là, la société n'aurait plus 100 000 $ de revenus imposables. Là, il y a des contributions d'employeurs. Donc, disons que la personne pourrait se verser 98 000, puis le 2 000 représente les contributions d'employeurs. Donc, en bout de ligne, si elle fait ça, il n'y aura plus d'impôt, il n'y aura plus de revenus imposables dans la société, mais il n'y aura pas de report d'impôt non plus au niveau de la société. Exact. Je pense que c'était ça la question de est-ce qu'il y a des contraintes par rapport à un pourcentage au niveau des revenus? Non, pas du tout. On peut verser… Bien entendu, il n'y aura pas d'argent à reporter. L'entreprise ne fait pas de profit non plus. Ce que je veux dire, bien sûr, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas présenter si on se paye l'entièreté. Mais j'imagine que pour des femmes entrepreneurs qui débutent, comme c'est essentiellement leur revenu, donc est-ce qu'elles ont des contraintes par rapport à ce qu'elles peuvent se payer, quitte à ce qu'évidemment, quand les revenus augmentent, ensuite, évidemment, se payer un salaire différent ou peut-être qui augmenterait en fonction des revenus. D'accord. Je vous garde pour la prochaine question. Oui. Pourquoi, est-ce que l'enregistrement au Québec est plus élevé qu'au fédéral? Si on parle de l'enregistrement, on parle de l'immatriculation, comme Stéphanie disait. Puis chaque juridiction, c'est les juridictions même qui dictent le montant de l'enregistrement, du coût d'enregistrement annuel. Et au niveau de l'incorporation? Pardon? Au niveau de l'incorporation, c'est la même chose. C'est les juridictions. Mais là, je vois qu'il y a une autre question par rapport aux taxes. Ça, les taxes, moi, ce que je comprends, c'est de l'impôt. Alors, au niveau de l'impôt en tant que tel, c'est encore là, chaque province décide de ses taux. Puis, ce n'est pas la juridiction dans laquelle la société a été incorporée qui dicte le taux d'impôt, mais bien où elle fait affaire. Donc, une société à charte fédérale, si son établissement stable est en Ontario, va devoir payer l'impôt au taux fédéral plus le taux d'impôt de l'Ontario. Alors qu'une société qui aurait un établissement stable au Québec, même si elle a été constituée sous la charte fédérale, va payer l'impôt au taux fédéral plus celui du Québec. Oui, absolument, très clair. Et peut-être la dernière question, est-ce qu'on peut changer son code SIAN en cours de route? Oui, on peut le faire. Juste pour peut-être revenir à la question précédente, je ne sais pas pourquoi le Québec charge 143 $ de plus que le fédéral. C'est vraiment libre au gouvernement. Écoutez, je ne sais pas, mais le système du Québec est quand même assez rapide et facile à suivre. Là. Il est quand même assez bien fait. Là. Soyez sans crainte, c'est un 143 $ bien investi si vous choisissez le Québec, mais je ne sais pas pourquoi il y a une différence. Pour ce qui est de l'acte réservé, je pense qu'on ne lui a pas répondu encore. C'est une bonne question parce que, bon,
oui et non. Puis la raison pour laquelle je vais m'expliquer, c'est que oui, c'est un acte réservé pour les avocats, c'est-à-dire qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut vous charger pour faire préparer des résolutions corporatives. Vous ne pouvez pas faire affaire avec un conseiller en finance, par exemple, qui va vous préparer vos résolutions corporatives. La loi sur le barreau du Québec, là, à son article 128, alinéa C, dit vraiment que c'est exclusivement au ressort des avocats. Par contre, si vous êtes propriétaire de votre entreprise, rien n'empêche que vous la préparez vous-même, dans le fond, la résolution. C'est juste que vous ne pouvez pas, dans le fond, payer quelqu'un d'autre. C'est un acte réservé. Lorsque vous engagez quelqu'un, ça devient un acte réservé à un avocat. Puis pour la question Donc, la dernière... Pour revenir, c'est soit vous qui préparez ou bien vous le donnez, mais à quelqu'un qui a l'habilitation pour le faire. C'est ça? Bien, c'est ça, dans le fond, le dirigeant, l'administrateur, la personne qui exerce dans son entreprise. Donc, ça pourrait être Julie Hébert qui fait sa résolution. Okay. Ou ça pourrait être un avocat ou un conseiller en loi. C'est ça que le libellé de l'article 128 dit. Okay. Mais il n'y a rien, dans le fond, dans la loi sur la Société par action du Québec, ni la loi de l'Ontario, je viens de regarder, puis il n'y a rien non plus dans la loi fédérale qui empêche le propriétaire d'entreprise de faire ses résolutions. Okay. Mais, c'est ça, on vous conseille toujours, des fois, Yen, je lui parlais de ça tout à l'heure, puis elle me disait des fois, c'est les clients qui le préparent eux-mêmes, puis nous, on les révise pour eux. Ça peut être aussi un compromis, pour sauver des coûts. Puis pour la question de changer son code, oui, dans le fond, oui, c'est possible de le faire. Il y a la procédure exacte, je ne pourrais pas vous dire. Là. Pour tous nos participants, juste 2 mots, qu'est-ce que le code? Peut-être juste avant de penser à sa modification. Très oui, oui, sans problème. Donc, le code science, c'est vraiment, dans le fond, c'est un code à plusieurs chiffres là, qui est... tous les chiffres, dans le fond, sont établis par le gouvernement, mais c'est vraiment... C'est un système de classification des activités qui est le même système, dans le fond, dans toute l'Amérique du Nord. Donc, je pourrais vous prendre... Je n'ai pas d'exemple avec un numéro, mais c'est un numéro, un numéro avec plusieurs chiffres, puis tous ceux qui ont ce numéro-là font affaire, par exemple, en restauration. Mais c'est vraiment pour venir, dans le fond, catégoriser puis classifier votre industrie à vous. Puis, si jamais en cours de route, puis oui, c'est possible de le faire. Mais comme je dis, la procédure, vous pourriez la trouver en ligne, là, mais oui, c'est possible de le faire autant au Québec qu'au fédéral. Très bien, merci infiniment. Écoutez, on a une question qui nous vient de... est-ce que c'est la même chose pour le développement des règlements? Mais malheureusement, je n'arrive pas à très bien comprendre par rapport à quoi. Est-ce qu'on parle de quel règlement? Donc, peut-être juste nous préciser un peu plus votre question pour qu'on puisse la poser. Il nous reste peut-être quelques minutes, puis je ne vois pas arriver d'autres questions. J'aimerais poser une question à l'ensemble de nos panélistes et de nos expertes. Est-ce que on a beaucoup parlé d'incorporation, vous avez vu les questions arriver, vous avez vu les expériences de nos entrepreneurs, les expériences des organismes, et j'aimerais vous entendre tour à tour sur doit-on faciliter l'incorporation, comment est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est quelque chose d'important à faire? Quelle est votre idée là-dessus? Je commencerai par vous, M. Brouillard, puisque vous êtes là, et puis ensuite, je demanderai à Mme Buis, et peut-être dans le même ordre dans lequel vous êtes passé pour que je n'ai pas à vous interpeller. Donc, si vous voulez répondre à la question, puis si vous avez un autre commentaire à faire, s'il vous plaît, n'hésitez pas de le faire. Donc, bon, mon opinion à moi va être un petit peu biaisée parce qu'étant donné que j'ai maintenant 7 ans de formation universitaire dans le domaine, c'est difficile pour moi de dire que je considère le processus difficile et lourd. Maintenant, j'ai plusieurs amis là, qui ne sont pas avocats du tout puis qui se lancent en affaires. Puis j'ai entendu là, le témoignage de plusieurs d'entre vous. Puis oui, le processus, je suis d'accord avec vous qu'il n'est pas simple. Par contre, j'ai de la misère à voir comment on pourrait alléger le processus. C'est sûr qu'il y a des lois constitutives qui régissent le tout. Donc, on ne peut pas, c'est sûr qu'il faudrait que le Parlement, on ouvre la loi puis qu'on change la loi. Par contre, je pense que le gouvernement, oui, pourrait faciliter davantage le processus d'incorporation, mais je
je trouve que depuis les années, surtout au niveau du Québec, on facilite. On a beaucoup, leur site Internet est bien fait. Ils ont une ligne à laquelle on peut appeler si on a des questions. C'est sûr qu'ils ne voudront jamais vous donner de conseils légaux au téléphone, ça c'est sûr et certain, mais ils vont pouvoir vous guider. Fait qu'au moins, on a quelques ressources. Maintenant, moi, je ne l'ai jamais fait pour moi. Donc, puis comme je vous dis, si je le faisais en date d'aujourd'hui, pour moi personnellement, ce serait plutôt facile. Mais je suis certaine d'une chose, les cabinets professionnels, puis EY, c'est reconnu pour être un grand cabinet, on essaie de travailler sur de faciliter l'accès aux nouveaux entrepreneurs. Donc, on a chacun des cabinets, que ce soit des cabinets comptables, que ce soit des cabinets d'avocats, on a tout un programme spécial pour les petites entreprises. Donc, ça va varier d'un cabinet à l'autre. Par exemple, nous, chez EY, je pense que c'est certaines heures de consultation gratuites ou à taux réduit. Fait qu'il y a des sur 1 an. Fait qu'il y a des plans comme ça. Je trouve que, en tout cas, on essaye de reconnaître que le Québec, c'est vraiment une plaque tournante pour les PME. Puis, on essaie d'adapter nos honoraires, surtout, de diminuer les taux versus une grosse compagnie. Fait que pour ma part, c'est ce que je peux dire. Très bien, merci, Maître Brouillard. Madame Buis, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Moi aussi, je suis un peu comme Stéphanie, étant donné que je suis un peu biaisée, ça fait plusieurs années que je suis dans la profession, donc pour moi, c'est très courant que les gens exercent en société par action. Ce qu'on voit surtout, les travailleurs autonomes, souvent, c'est des gens qui sont soit qui sont au début ou qui ne font pas nécessairement ça à temps plein. C'est un genre de travail à temps partiel, donc du pigisme. Mais quand les gens se mettent vraiment à vouloir consacrer plus de temps à leur entreprise, on voit rapidement qu'ils s'incorporent. C'est mon expérience en tout cas. Bien, merci Madame Buis. Madame Bazon-Pora? On ne vous entend pas, Jacqueline. D'accord. Excusez-moi. Donc, je dirais, s'il y a moyen de diminuer le coût au niveau des honoraires professionnels, par exemple, c'est les avocats il y a quand même un coût énorme au début. Et puis, si on est organisé, ce n'est pas difficile de s'incorporer. Quelqu'un qui est très organisé, c'est quelqu'un qui va être vraiment à la loupe de ce qu'il doit faire. S'il y a des rapports à donner, il va le donner. S'il y a besoin de consulter un spécialiste, il peut le consulter, mais il aura beaucoup du mal au niveau des coûts, si, mettons, son chiffre d'affaires n'est pas élevé. Mais oui, s'il a changé, ça sera au niveau des coûts, au niveau des honoraires. Puis après, peut-être la paperasse, pas à chaque mois ou à chaque trois mois pour pouvoir rendre tout ça au gouvernement, peut-être diminuer au niveau de la paperasse. Ça sera merveilleux pour les entrepreneurs parce qu'ils sont quand même tiraillés entre la vente, la production, puis l'administration qui est un peu lourde, ça devient un petit peu difficile. Si le gouvernement peut diminuer au niveau de l'administration, puis les avocats diminuent en termes de coûts, ça irait parfaitement pour nos entrepreneurs. Merci, Madame Bazon-Pora. Comme vous savez, nous mettons par écrit tous ces commentaires et ce genre de forums vont directement, compte tenu de la mission du portail, on les achemine directement aux personnes concernées pour essayer évidemment d'avoir un peu notre mot à dire là-dessus. Merci. Payam, Monsieur Islami? Oui. Donc, pour ma part, je pense qu'au Québec, surtout, là, c'est mon domaine d'expertise au Québec, on est très chanceux. On a un écosystème entrepreneurial très diversifié et très dynamique aussi. Donc, je pense que ce serait difficile, comme Maître Brouillard et Mme Buis ont dit, là, de vouloir changer les lois. Moi, qu'est-ce que je ferais de mon côté? Ce serait vraiment de sensibiliser les entrepreneurs ou les gens qui veulent être entrepreneurs éventuellement à ce que j'appelle, moi, une plus grande littératie entrepreneuriale. Donc, une éducation, aller apprendre, prendre des formations. Donc, ça, déjà, ça peut aider un peu à démystifier tout ça, rendre ça moins intimidant. Et par la suite, une meilleure connaissance de l'écosystème entrepreneurial, ce qui fait présentement un grand défaut, malheureusement,
c'est qu'il y a beaucoup d'organismes, il y a des firmes d'avocats qui aident les entrepreneurs, surtout quand on parle tout à l'heure, on voyait les statistiques de Maître Brouillard, on voit les très, très petites entreprises, là. Il y a des firmes qui ont des programmes qui ont mis en place parce qu'ils voulaient avoir un impact social et ils vont prendre pro bono de la clientèle qui est petite entreprise. Donc, il y a beaucoup d'aides comme ça qui sont disponibles et je pense qu'à travers ces choses-là, on peut vraiment aider nos entrepreneurs. Maintenant, il faut que les entrepreneurs s'aident aussi en allant chercher plus d'informations, en consultant les bons organismes. Et de cette façon-là, ils peuvent arriver à justement mieux saisir l'information, la théorie, qu'est-ce qu'il y en est, prendre une décision judicieuse et voir que malgré qu'il y a des frais, puis oui, on peut voir il y a des façons là, de payer moins cher et tout, mais à la limite, il faut comprendre qu'il y a une valeur ajoutée, ça va nous ramener quelque chose et que le coût qu'on va payer à ce moment-là, ça va nous éviter d'autres frais. C'est là que les gens vont peut-être vouloir plus passer à l'action. Très bien, merci. D'ailleurs, tout à l'heure, pour savoir s'il y avait évidemment des organismes en Ontario qui pouvaient aider. Comme vous savez, le portail de connaissances tient une cartographie aussi de l'écosystème, puis met à la disposition des femmes entrepreneurs plusieurs organismes qui existent. Alors, je vous invite à consulter aussi le répertoire. Monsieur Islami, merci. Je m'adresse maintenant à nos entrepreneurs. Karima, Catherine, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à ce qu'ont déjà dit nos représentants donc, des organismes de soutien par rapport à la facilité ou la difficulté de s'incorporer? Des conseils, des demandes, des souhaits à formuler? Moi, je le vois peut-être d'une façon où je suis sur le terrain et je l'ai fait. Et je pense qu'au Canada, on est vraiment chanceux, en fait, parce que je voyageais avant Covid beaucoup dans plein de différents pays pour les affaires. Et je trouve que le Canada, c'est vraiment l'un des endroits où non seulement c'est le plus facile, c'est le moins cher et c'est le plus, pour moi, c'est vraiment le plus simple, en fait. Donc, je reviens toujours avec une façon de penser où je me dis, on est chanceux. Oui, ça peut être compliqué. Je comprends, c'est cher, les avocats, c'est cher. Je sais, c'est une grosse dépense. Mais pour moi, c'est des dépenses. Un entrepreneur doit être prêt à faire des dépenses. Parce qu'un entrepreneur, s'il est expert dans quelque chose en particulier, il ne sera pas expert dans d'autres services professionnels. Donc après, on a parlé du marketing. Alors si maintenant l'entrepreneur doit faire ses statuts de société, sa comptabilité, marketing et autres, c'est là où effectivement il y aura un frein à l'expansion de sa business parce qu'ils vont être trop occupés à essayer de faire tellement d'autres choses que ce qu'ils sont supposés faire. Donc pour moi, je pense que là où j'aurais aimé avoir par contre un impact, c'est au niveau du gouvernement. Parce que le gouvernement, parfois, il y a une espèce de dichotomie ou schizophrénie dans leur programme où ils disent c'est ouvert à tout le monde, puis quand en fait, vous y allez, non, ce n'est pas réellement ouvert à tout le monde. Il y a des critères de sélection et de qualification. Merci, encore message important à faire passer. Merci, Karima, Catherine. Julie? Oui, donc pour moi, c'est un petit peu dans la même ligne d'idée. Je pense que c'est sûr, si on a une organisation puis on a des ventes, ben c'est facile, on paye des experts puis ils s'occupent de tout ça. Mais je pense qu'il y aurait avantage à avoir plus de programmes où c'est que des firmes comptables offrent vraiment là, des façons où c'est que ça fait du sens au niveau financier pour un travailleur ou une travailleuse autonome qui veut s'incorporer, mais qui n'a pas nécessairement des milliers de dollars, il y aurait avantage. Puis je sais qu'il y en a eu à travers les années, mais souvent, ces programmes-là étaient focusés sur la technologie. Donc, puis si on n'était pas dans la liste des entreprises qui auraient le potentiel de faire ça, ben là, on ne peut pas rentrer dans le programme. Mais pour des travailleurs autonomes de d'autres secteurs, puis qui ont des bons modèles d'affaires, mais pas nécessairement qui vont faire 150 millions en 3 ans, il n'y a pas vraiment rien. Puis, et donc, puis je suis sûre, il y a des firmes comptables qui ont peut-être des taux un petit peu plus avantagés, mais c'est difficile d'avoir accès parce qu'on ne sait comme pas où regarder. Fait que soit un programme gouvernemental qui pourrait mieux enligner à ce niveau-là, ou soit des grandes firmes qui ont des offres là, pour aider les entreprises à partir là, sans, encore une fois, là, que ce soit des dollars que l'entreprise n'a pas là, très tôt dans son amorçage.
Oui, merci encore une fois de mettre le point là-dessus, des messages qui sont faits. Puis souvent, c'est surtout de l'information aussi qui n'est pas nécessairement disponible, comme l'a fait remarquer tout à l'heure Karima Catherine, aussi Payam, de l'information qu'il faut rendre plus disponible auprès des organismes. Merci Julie. À Monsieur Yamego, je vais rapidement parce que le temps court. Peut-être si vous avez OK. quelque chose à ajouter, s'il vous plaît, allez-y. Comment rendre ça plus facile? Mais moi, je dirais que continuer à organiser les webinaires comme on le fait aujourd'hui, je pense que c'est un point important. Et inciter, disons, le gouvernement à soutenir ce type de programme-là pour que des personnes qui aimeraient participer à ce type de webinaire puissent avoir des informations et aussi créer le réseau. Parce que c'est important et ce type de webinaire permet de créer le réseau et puis on peut s'adresser à des personnes après le webinaire plus ou moins pour avoir des informations. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je dirais qu'il faut, en plus de ce type de webinaire-là, inciter les entrepreneurs ou des personnes qui veulent entreprendre à aller vers l'information. L'information peut être disponible, mais si on n'a pas cette volonté d'aller vers l'information, finalement, on finit par dire que l'information n'existe pas, alors que l'information existe. Et aller auprès des structures gouvernementales ou non-profit organisations, les organisations à but non lucratif, c'est ça? Exactement. Parfois, l'anglais, il se mélange là. Donc, pour avoir les informations exactes. Donc, c'est ce que je dirais. Pour terminer, c'est est-ce qu'on peut changer les lois? Mais c'est vraiment complexe parce qu'il y a le niveau fédéral et puis chaque province a plus ou moins sa législation. C'est beaucoup compliqué. Il appartient aux entrepreneurs d'aller vers l'information. Merci infiniment, Salaman. Merci d'avoir été aussi vraiment droit au but pour terminer. Alors, écoutez, nous sommes un peu en dépassement de 5 minutes. Je vous remercie 6 minutes. Merci de votre tolérance. Nous avons accueilli vraiment des expertises extraordinaires autour de la table aujourd'hui. Je pense qu'on en a appris beaucoup. Ça fait partie de la mission, évidemment, du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. Cet enregistrement va vous être disponible, donc évidemment pour rejoindre une plus large audience avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations utiles et je pense qu'on a réussi à démystifier l'incorporation. Sur les conseils, sur les recommandations, nous en ferons part certainement puisque c'est aussi notre mission de le faire. Pour terminer, j'aimerais encore une fois très chaleureusement remercier le Diversity Institute de l'Université Ryerson qui nous a aidés dans l'organisation et dans la logistique autour de l'événement. J'aimerais remercier infiniment Madame Sabine Soumaré qui est la directrice des communications qui est toujours là pour aider le Québec et le Canada francophone. Et j'aimerais remercier très, très chaleureusement Hortense Bleitou qui en était à sa première expérience d'organisation d'événements comme celui-là. Et je pense qu'elle doit être très nerveuse et que maintenant, sa nervosité a dû certainement tomber. Donc, un bravo à Hortense qui a vraiment réussi d'un coup de maître sa première expérience. Merci beaucoup, merci pour ces beaux propos. Votre temps est précieux, vous l'avez accordé très généreusement. Merci encore une fois à EY de nous prêter l'expertise puis de donner de leur généreux temps comme ça. Merci à tous les membres du panel de nous laisser, de nous prêter encore une fois ce temps on le fait tous pour une mission et pour une vocation, ce qui est celle d'aider et puis d'encourager l'entrepreneuriat des femmes. Alors, merci et au plaisir de vous revoir à un prochain forum. Au revoir. Dora, you can cut us off, I believe.